sur le président. Il a la machine. Non, regarde, oh, là en bas là. Regardez. C'est comme ça les gars. Ah nickel. Je sais pas mais vraiment. Bah oui. S'il vous plaît, donne-moi un instant, s'il vous plaît. Cher ami, oui, donc tu regardes, voilà, tu regardes ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Donc tu es en train de travailler, mais est-ce que vous avez eu une autorisation particulière pour faire ça? Comment vous avez procédé pour pouvoir obtenir la possibilité de travailler? Est-ce que c'est seulement le fait d'être du quartier? Oui, premièrement, je pense que c'est d'abord le fait du quartier parce que on a usé de la vie populaire en fait. Comme c'est une initiative prise par les jeunes du quartier, on s'est regroupés, on s'est rapproché des notables, des plus grands et ils ont alloué notre idée quoi. Raison pour laquelle on s'est levé. C'est notre deuxième initiative. La première était un succès, on a voulu la renouveler. Et voilà, c'est ce que ça donne quoi. C'est bien de nettoyer le quartier avec plaisir. La première avait eu lieu quand? Le 18 décembre dernier. Le 18 dernier en fait. Ah, donc c'est dans la même... c'est dans la même lancée. Ouais, disons que la première manifestation, c'était une manifestation d'essai pour voir quelles étaient nos capacités à l'œuvre. Bon, maintenant, elle nous a plu. Elle nous a plu. Maintenant, on a décidé de renouveler du fait qu'on compte organiser une grande manifestation le 31. Une manifestation pour tout le quartier. On a voulu la faire dans un état sain en fait. Raison pour laquelle on a pensé qu'il fallait que notre entourage soit vraiment propre et adapté à la situation. À quoi va consister la manifestation du 31? En fait, la manifestation du 31, c'est une manière de regrouper tous les jeunes du quartier afin de mieux fêter la Saint-Sylvestre. Parce qu'on a remarqué que dans le temps, les jeunes s'éparpillaient, ceux qui causaient certains accidents, Enfin, on a maintenant pensé que le fait de regrouper tout le quartier, tous les jeunes, dans une même enseigne, dans un même lieu, boire, manger et faire la fête ensemble, c'était mieux et ça nous avantageait en fait, surtout par rapport aux accidents. Et quelles sont les perspectives pour l'année 2006? Est-ce que vous avez déjà des objectifs tout au long de l'année ou bien vous voulez toujours cibler la fin de l'année, les fêtes de fin d'année ou bien il y a d'autres actions qui vont se faire tout au long de l'année 2006? Il est vrai qu'au départ, dans notre initiative, c'était juste pour la fête, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. Ça nous a donné vraiment de grandes idées. On pense maintenant, par exemple, organiser des veilles de nuit par rapport au manque de sécurité dans le quartier. On pense avoir ouvrir un compte d'épargne pour notre association. Donc en fait, cette petite idée s'est transformée, on a eu beaucoup d'ouverture et on pense maintenant redonner ces noblesse à notre petit coin derrière le Moulin Rouge. Tout à fait. Est-ce que vous avez un mot particulier, un mot de fin à adresser non seulement aux jeunes du quartier, peut-être à d'autres jeunes élargis à Libreville? Oui, d'abord pour les jeunes du quartier, vous voyez, c'est pas tout le quartier qui est là. Donc la première annonce que je fais, c'est de sensibiliser tous les jeunes. Parce que c'est pas l'affaire d'un groupe, c'est l'affaire de tout le monde. Si on a le quartier propre, c'est nous tous que ça va arranger. Bon, au-delà de ça, je dirais que c'est une initiative qui pourrait être prise par tous les autres quartiers. Ça serait bien qu'au-delà d'Akébéville, au-delà du Moulin Rouge, tous les autres quartiers soient propres, même si la mairie ne peut pas toujours faire son travail. On peut se réveiller un bon matin et c'est commencer par balayer le devant de chez nous. C'est de bon augure en fait. Non, nous sommes à notre seconde édition. Il y a environ une semaine et demie de cela, on a eu à organiser une journée comme celle-ci. Donc, en ce moment, c'est notre seconde édition et on compte réaliser ça d'ici l'année prochaine avec le temps. Ouais. Moi, mon collègue dans mon collègue, Je suis très satisfait de nettoyer le quartier avec mes frères. Je suis là pour la solidarité avec mes frères, pour qu'on puisse vivre en harmonie dans ce quartier.
On est ensemble des années, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Donc on a choisi ce jour de nettoyer ce quartier pour qu'on puisse se faire plaisir un jour. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas lancer à l'endroit des jeunes qui, en ce moment, sont dans des bistrots, sont en train de passer, de dormir, etc. Qu'est-ce que toi, tu leur diras en ce moment? Bon, je leur dirais tout simplement, avant la fête, de nettoyer ce soir, je sais pas, le 31 pour qu'ils puissent bien fêter. Commercial, si je fais ce que tu dis, et puis c'est normal, de ouvres la monnaie, tu donnes le dos en dollars, et le dos à l'art, bien si à tiens, aïe comme vous êtes bien, Marisa Makoudwa, Atambaya, de Wimbledon Blues, oh, Aouya, mais tu vas bien. Le jeu que j'ai pris à peine de gagner s'appelle. Comment ça se passe pour jouer ce jeu-là? Il faut payer ou bien c'est gratuit? C'est gratuit. Comment ça se passe? On fait comment pour gagner? Pour gagner, vous prenez une corde et vous lancez sur le moment. Et si c'est la deux pour qui gagnent. Est-ce que c'est facile le jeu? C'est facile? C'est facile. Tu penses rejouer ou bien tu laisses la chance aux autres? Elle laisse la chance aux autres. Petit. Laisse-le jouer, c'est quoi? Brothers who died from black on black violence, from the elders to tongues that carry the song. Streets disciples, salute to those who gone, but bullets and our prophets to La Roma. Pardon? Jean-Pierre. Qui a organisé ce jeu? Les gars, bon là, c'est même les gars de Les gars de Moulin, vous avez dépensé quelque chose pour jouer à ce jeu? C'est gratuit? Pour tout le monde? Bien, c'est seulement pour les gars. Mais les gars d'autres quartiers sont bienvenus. Que ressentez-vous en jouant à ce jeu? Est-ce que tu penses à jouer à d'autres jeux ou bien seulement tu... Oui, je pense à jouer à d'autres jeux. Et Jean-Pierre? Je pense jouer à d'autres jeux. Hein? Comme quel jeu? Comme Scrabble, Monopoly, le jeu de Ludo.
Yango. Ah bah c'est pour ça qu'on tout ça à la barrière. C'est parti ou? Les gars, c'est bien.
Joue, voilà le petit. Joue, Mohamed. Jacques, c'est moi. Venez derrière toi. Bon, ça va. On n'a pas de soucis. C'est de prendre la place. C'est pas pour tout ça, quoi. Oui. On va vous apprendre à mener la chose. Mon téléphone est comme ça. Hein? Oui, c'est le ciel. Il le croit lâcher cette lui de gauche. Non, c'est pas Il m'a donné son portable, il a dit ça sur mon laisse. Qui c'est? Le téléphone? Il a dit ça. Au téléphone? Je vais commencer à faire du rap en début. L'équipe. En 2003, j'ai décidé par ma pouka. Maintenant, l'équipe.
Laisse ça. On se lâche. Aujourd'hui, la selle, on voit une masse à la Debout. Voilà. Allô? Allô? Viens pour la paix des bas. Bonjour. C'est pour quel jus? C'est quoi? C'est quoi? Ah, on a fait. Le caddie quoi? Caddie fait quoi là? Vraiment. J'ai fait des oignons. Je pleure aussi. Je pleure aussi, je pleure. Regardez si la nourriture est prête. Ton mari, tu m'as sauce là. Non, je veux comme je sais. J'aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Parce que là, c'est mauvais. Il n'y a rien. Avec ma sauce alors? Il n'y a rien. Aja, Je trouve que toi, tu m'as avec chef. Même ça, maman a dit. C'est comme maman a dit, Marie. Tu as fait le mauvais choix. C'est chef que tu as trouvé. Pourquoi une assiette? Tu dis la maman, parce que là, la situation est grave. Chef, vous avez déjà mangé? Non. Non. On a dit qu'elle arrive. Bah, dès que Elle arrive. et puis nous. Vous avez déjà mangé là-dedans? Ah, j'ai mangé. Avec sa grande son rival, c'était le rat. Son fils
c'était lui le mirage, mais faux. De la peau de l'ours avant qu'il ne soit KO et puis prendre les dos. Attention à l'esprit Bangano, il n'avait pas dit son dernier mot. Jusqu'à perpète avec ou sans recette, tant qu'il avait ses concepts, il voulait sa Juliette. Gazant ses combis, épuisait même son esprit. Et son attitude faisait pitié en Zambé. Mais la queue signait, mais son cœur saignait. C'était un faux qui sur son trône qui règne. C'est sous son nom d'éternel que la voix est enracinée. Juste quelques mots, on se dit couplé à s'halluciner. Je sais qu'il ne raconte pas de belles histoires avant. Je sais qu'il ne chante pas dans ton oreille pendant. Est-ce qu'il te lave comme un bébé après ce doux moment? Elle sourit en pleurant dans les bras de son vrai prince charmant. Dans tous les marigots, il y a toujours un popillo. Toujours un popillo, toujours un popillo, toujours un popillo. On dit chez tous les guillots, les pontes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popillo. On dit chez tous les guillots, les pontes de Gabao. Est le suivant. L'histoire du Moulin Rouge, qui va être dans quelques instants animé par monsieur Jean-Baptiste Nsalé Médan. Sans plus tarder, puisque le temps est contre nous, nous allons donner la parole à monsieur Jean-Baptiste. Je remercie la coordination des jeunes du quartier Moulin Rouge de ce que vous voulez faire quelque chose de constructif. Il est bien que ces jeunes de votre âge s'organisent en fin d'année pour prouver qu'ils peuvent dans l'avenir être responsables. L'histoire du Moulin Rouge, c'est assez sentimental pour moi, parce que j'ai vu naître ce moulin. Alors, la partie de notre vaste quartier que nous appelons derrière le Moulin Rouge désigne à l'origine la bretelle qui part du carrefour où se situe le moulin et la limite du quartier appelé Petit Paris Massango. À l'origine, ce quartier s'appelait Petit Paris Massango. Bon, je ne sais pas trop bien ce qui a fait enlever le nom de Massango. Avant l'indépendance du Gabon, c'est-à-dire avant 1960, la végétation qui prédominait dans presque tous les akébés donnait une ressemblance avec la plaine. Donc je suis de la génération des gens qui ont cueilli des goyaves. Là où nous sommes là, parce que les goyaves aiment bien pousser dans ce genre de terrain. Et cette notion de plaine est restée avec le quartier de l'autre côté qui fait partie des akébés. Si on appelle ça akébé plaine, ce n'était pas pour rien. C'était vraiment une grande plaine. Alors, comment notre quartier a démarré? Entre 1958, vous voyez bien l'année que je cite, 1959, s'installe à Libreville une société qu'on appelait la SGAI, S-G-A-I, Société gabonaise d'aménagement immobilier. Prend le nom à cause d'un jardin zoologique qui était à l'intérieur où on appelle encore les jardins de la Pérille. Les premières maisons ont été livrées entre 1960 et 1969.
plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et la première maison témoin, c'est-à-dire lorsque la société voulait construire, c'était réservé à tous les salariés, qui a été construite à titre de témoin, est celle qui se trouve à côté du kiosque PMUG d'Akébé, c'est-à-dire la maison où habite la famille Angoza. Bon, comme vous connaissez plus les filles, c'est là où habite Fifi. C'est la première maison qui a été construite à titre de témoin pour le quartier Akébé-Ville. Donc vous voyez déjà de l'époque. Les premiers habitants de ce lotissement étaient en général des cadres de l'administration, parce que eux, ils avaient beaucoup de facilité d'acquérir des logements, et les cadres européens coopérants qui rentraient. Et lorsque cette cité a été terminée, le coin était tellement si beau que le quartier a mérité le nom d'Akébé-Ville, parce que on sortait du cadre antérieur pour se trouver dans un cadre de ville, d'où le nom d'Akébé-Ville. Donc quand on venait, on partait par exemple de Kembo, ou on part d'un autre coin pour arriver ici, on disait je vais à Akébé-Ville. On n'avait pas encore la spécificité de Moulin Rouge, derrière Moulin Rouge. Parmi les premiers habitants de ce quartier, il y en a avant même que la cité soit, les gens y vivaient. Mais je vais prendre seulement quelques illustrations pour montrer un peu le côté poétique de notre ville, notre quartier. Il y avait Madame Pépa. Donc, là où aujourd'hui se trouve la famille Reine. Donc, le kiosque MG se trouve entre la première maison témoin de la cité d'Akébé-Ville et Madame Pépa. Pourquoi je cite cette dame en première position? C'est parce qu'elle était la première à avoir l'initiative de créer un point postal. Un point postal, c'était, regardez bien l'époque, c'était l'endroit où on achetait une enveloppe timbrée. Et à côté, il y avait une boîte postale, on marquait la date du prochain relevé. Ce point postal s'appelait le relais de la poste. Parce qu'en fait, c'était un relais de la poste. Ce qui est de remarquable dans ce relais, ce qui m'a marqué le plus, c'est une peinture. C'est-à-dire un tableau qui indiquait l'endroit d'établissement. Mais ce qui est curieux, c'est que ce tableau était illustré avec un attelage de chevaux et un cocher. Peut-être que c'était à l'époque les symboles de la poste. C'était assez remarquable et c'était bien fait. Mais ce même relais de la poste était aussi un petit centre commercial, c'est-à-dire qu'on y achetait la bière, on achetait des conserves, ce qu'on appelle aujourd'hui une épicerie. Donc, alors je vais citer un peu quelques familles que j'ai vues de mon enfance. Donc, par rapport à l'époque où nous parlions. Je cite M. Onguri Odilon. Hein? Vous voyez là où j'habite, tout cet ensemble de maisons en planches lui appartenait. Il y avait même un bistrot dans la maison qui est au-dessus de moi. Et ce monsieur l'avait vendu, la parcelle que nous occupons, à mon père. Bon, en face de chez moi, là où je suis, il y avait la famille Mamadou. Je connais cette famille à cet endroit avant qu'elle descende un peu plus bas. Et derrière chez moi,
habitait le docteur Oussarantia, qui était à l'hôpital général. Et c'était, quand j'étais jeune, l'un des premiers à avoir un poste de téléviseur noir et blanc, et ça nous amusait de venir nous accrocher à la fenêtre pour suivre la famille Simanzo. C'est là où se trouve la famille ivoirienne. Donc on venait faire un peu notre temps à s'accrocher à la fenêtre pour voir la télévision aussi. Bon, les Cuimans en face de Gabon Éducation ont toujours été là. C'est la maman en fait qui est à l'origine. Maintenant, si avant de descendre, on n'est pas encore arrivé ici, nous prenons la bretelle qui descend à partir de la cafétéria. En fait, on a deux familles remarquables qui ont vécu là. Il y a l'Intoutoum Albert. Vous voyez, quand vous descendez par la cafétéria, vous remontez pour tomber à la grande rue. Vous voyez, il y a un long bâtiment. Il y a M. Intoutoum Albert et M. Ecomier. M. Intoutoum Albert est remarquable dans l'histoire de ce que nous racontons, en ce sens qu'il était le promoteur de ce qu'on appelait à l'époque le village folklorique de Libreville. Donc, ces familles ont toujours été là. On va citer les familles non pas parce qu'elles sont plus honorables que les autres, mais puisque nous avons localisé notre conversation sur cette bretelle. Et donc, les plus proches, ceux qui peuvent être aperçus à partir du bord de la route. On ne veut pas dire que les autres n'existaient pas. Maintenant, toujours en descendant, maintenant dans ce sens, il y a le père Onanga qui est incontournable. Bon, pas l'Onanga là. Donc, quand je parle du père Onanga, je ne parle pas de Onanga Jean. Lui, c'est le fils qui était là. Et en face, vous voyez bien M. Prato. Et à côté d'Onanga, c'était un postier qui revenait du Congo, M. Borémé, là où il y a l'épicerie. M. Borémé était fonctionnaire de poste, il travaillait à la poste d'Akébé. Donc en suivant, après Prato, vous connaissez bien M. Ondeto. Si on veut peut-être revenir, j'ai oublié peut-être de dire que derrière M. Borémé se trouvait la famille Aveno, là où il y avait la Samaritaine. C'était la famille Aveno. Donc Loulou que vous voyez là, c'est lui. Bon, il rentre lui aussi dans l'histoire. On ne peut pas exclure quelqu'un de l'histoire, quelle que soit sa santé. Derrière maintenant, tantôt se trouve Madame Ayenoué Ernestine, la famille de Raspit. Comme vous l'appelez, si bien Raspit. Mais le nom de sa maman c'est Ayenoué Ernestine. Le bas, quand nous descendons, après M. Ondeto, on trouve la famille Oké. Et en face, c'était l'Ensaman, qui serait rejoint plus tard par son cousin Alogmitsa. Ou bien que ça rentre bien dans notre pression. J'aurais voulu que Bonjean soit là parce qu'il devra développer la suite. Félix Prato, qui est ici présent. Je souhaiterais que les jeunes comme vous puissiez profiter encore de ce qu'il a la force pour qu'il vous raconte en détail l'histoire du moulin. Il y a beaucoup d'enseignements à cause des initiatives et des efforts faits pour que ce qu'on appelle aujourd'hui le moulin rouge soit mis sur pied. Il vous le dira lui-même. Donc, le 16 août 64, et vous savez bien que c'était une période difficile pour nous à cause des événements du 18 février qui parlait du coup d'état contre le président Léomba. Monsieur Prato acquiert cette maison de sa mère. Le Moulin Rouge, à ses départs, était seulement une simple maison de 2 chambres
une cuisine, une toilette. Donc vous voyez l'effort qui a été fourni pour que la structure se présente telle qu'elle est maintenant aujourd'hui. Alors, quand je fréquente M. Frato, je lui demande, mais tout ça, quelles sont les entreprises, les personnes qui ont contribué malgré que tu payais à la réalisation d'un tel projet? Il vous racontera lui-même le début du projet. Bon, il me cite M. Ngolène. Mais vous voyez l'époque déjà, donc quand moi aussi j'entends parler de l'entreprise Ngolène, je ne savais pas qu'à cette époque, cette entreprise existait déjà. Cette entreprise a réalisé le plancher sur lequel vous dansez en ce moment. Il y avait M. Vallier, un Européen, qui était responsable de la vente du matériel de musique à Libreville. Donc je vous prie de vous lever et d'applaudir pour M. Médan. Bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, le temps nous prend de vitesse. Il y a d'autres activités qui vont suivre. Nous allons directement passer au deuxième thème de notre conférence débat. Pour cela, nous allons appeler M. Hassan et M. Miko Obam Eric qui vont nous faire un point sur les stratégies d'intégration sociale. J'ai oublié que c'était des étudiants à l'université. M. Hassan est en 4e année de psychologie à l'UOB et M. Miko Obam Eric est en maîtrise d'anthropologie. Ah, il a une maîtrise d'anthropologie, excusez-moi. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles aussi, parce qu'il y en a, chers notables du quartier, petits frères, l'honneur me choix en fait début d'après-midi en prenant la parole pour vous entretenir sur le thème qui nous a été proposé. Mais avant que d'y arriver, permettez-nous, à moi et à monsieur le co-conférencier, de nous acquitter d'un devoir. C'est lui consistant à bien vouloir nous identifier, dévoiler donc notre identité. En effet, comme le disait monsieur le modérateur, je suis donc monsieur Miko Obam Eric Junior. Je suis en ce moment en CAPES à l'école normale supérieure et voilà, je suis titulaire d'une maîtrise d'anthropologie de l'UEB. Merci beaucoup. Au risque de me répéter après les présentations de M. Eric, pour ne pas vous perdre du temps, je vais tout simplement me présenter aussi. Je suis M. Mohamedou Hassan, étudiant en 4e année de psychologie et diplômé d'État en statistique sanitaire. Le thème de... Nous sommes ici pour vous parler des stratégies qui permettent l'intégration d'un individu dans un groupe social. En effet, le thème qui nous a été proposé par les jeunes du Moulin Rouge est un thème d'actualité parce qu'un individu qui, à la limite, s'insère dans un groupe donné est qualifié par rapport au comportement des individus de ce groupe. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je passe la parole à M. Eric Junior. En entame donc de notre propos, nous allons un tant soit peu tenter de cerner, de défricher les concepts mêmes qui fondent notre thème. Ainsi, par stratégie, nous devions entendre par là l'art de coordonner des actions
ou de manœuvrer habilement en vue d'atteindre un but. Par intégration, attendons par là, l'action d'entrer dans un groupe plus vaste, le fait même de s'assimiler à une classe sociale. Le concept de social, lui, vient des sociétés que nous présentons comme étant une organisation d'individus caractérisés par des règles communes et par la recherche d'un intérêt commun. Dans toutes les sociétés du monde, donc, il y a des normes. Ainsi, le monde forme une société, appelée donc société mondiale, dans laquelle l'une des normes est par exemple le capitalisme, la démocratie, les droits de l'homme. Le Gabon, notre pays, forme également une société qu'on pourrait appeler société gabonaise, dans laquelle il y a aussi des normes qui sont écrites et non écrites. En exemplification des normes écrites, nous allons citer l'âge de la scolarisation. Nous allons citer le permis de conduire qui autorise la mise en usage d'un véhicule. Si c'est mon grand frère, je dirais Yaya Félix. Ce n'est écrit là aussi nulle part, mais ce sont des principes qui sous-tendent notre société. Donc, les principes des normes d'intérêt général et des droits de l'homme semblent se faire au détriment de plusieurs adolescents, entraînant ainsi presque toujours un conflit. Ainsi, vous tentez un tant soit peu d'entrevoir une réponse à cette problématisation. Nous verrons dans les lignes qui suivent, enfin dans la suite de notre propos, en grand 1, les canaux d'intégration. En grand 2, les causes de l'antisociabilité. En grand 3, les conséquences de l'antisociabilité. Et en grand 4, enfin, les stratégies d'intégration sociale. Avant que de conclure notre propos par naturellement une conclusion. Permettez la répétition. Donc, pour aller droit au but avec le premier point de notre propos intitulé les canaux d'intégration. Les canaux traditionnels d'intégration. Nous voulons dire ceci, que la société réserve déjà une forme, un processus d'intégration qui se vit premièrement dans la famille. Une intégration qui est donc verticale, dont la famille est la base. La famille est donc la base de la société où se fait les premières acquisitions des normes. Mais il y a, c'est l'exemple malheureusement le plus courant, il y a des familles monoparentales. Les enfants qui vivent avec un seul des parents, ou avec le père, ou avec la mère. Sans vouloir citer les exemples des enfants qui vivent avec l'un des grands-parents. L'école est donc le lieu de la transmission des normes civiques. C'est à l'école qu'on commence par apprendre l'hymne national. Enfin, on devrait en principe commencer par apprendre l'hymne national, les couleurs du drapeau, les instructions de la République en passant, enfin ainsi de suite. L'école c'est donc le deuxième lieu d'intégration des normes sociales. Et souvent on cherche les causes qui ont amené cet enfant à avoir une attitude de non-conformité avec sa société. Et pour expliquer ces causes, nous avons relevé essentiellement 3. Nous avons d'abord des causes d'origine psychophysiologique, des causes socio-économiques, et des causes liées à des influences sociales diffuses. S'agissant des causes d'origine psychophysiologique, nous allons dire un enfant, lors de son processus de développement, à l'adolescence, lorsqu'il entre dans sa puberté, il est
soumis aux influences de ces hormones, des changements biologiques, parce qu'il passe d'un stade d'enfant à un stade intermédiaire qui l'amènera certainement à un âge adulte. Donc il est soumis à des facteurs biologiques qu'on appelle généralement puberté. Beaucoup d'enfants dont les parents ont une situation de vie précaire sont laissés à eux-mêmes parce que, notamment sur le plan scolaire, les difficultés qu'ils rencontrent sont souvent liées à des questions de fourniture scolaire par exemple, qui ne sont pas souvent adéquats pour lui et de ses pairs. Lorsqu'il n'a pas ces instruments de travail, il ne peut pas facilement évoluer comme les autres enfants. Je suis dehors. En outre, un enfant qui arrive par exemple au CM2 et qu'il rate son concours d'entrée en 6e, lorsque ses parents n'ont pas les moyens pour payer ses études. De se comporter valablement. Dans la vie, il n'est pas fait de faire du banditisme. Le banditisme, ça ne sert à rien. Agresser les gens dans la rue à 4 h du matin, c'est pas normal. Conseillez vos petits frères, vos grands frères de cesser ce banditisme là dans le quartier. Nous sommes quand même des gens posés. Il y a des intellectuels qui sont là, vous voyez, on fait une thèse. Donc essayez de comprendre cette situation. Le quartier ne doit pas être en dévergondage comme ça là. C'est pas normal. Tu ne peux plus te promener à 2 h du matin, tu n'es plus libre. Et où est le droit de l'homme? Hein? Vous êtes des jeunes. Mais quel est votre avenir? C'est de braquer les gens avec des maquettes? Vous allez finir par la prison. Cherchez au moins le moyen, comme dit le conférencier, cherchez le moyen de parvenir par les associations. Associez-vous. Chacun verse même 200 francs par jour. Vous êtes 4 ou 5, ça vous fera 1000 francs dans la semaine. Et ça donnera quelque chose à l'avenir. Au lieu d'agresser les gens tous les jours, cessez d'agresser les gens. Parce que celui qui ramassera une balle sera dans la tombe. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Piso
Soulève bien. Ça va. Là, ils sont là-bas. C'est normal. Tu vas demander même à prière. C'est bien ce qui s'est passé. Et le prix, ça va assurer. Meilleur vœu. Meilleur vœu, mon cher. Hein, bonne année 2005. Hein, cool, hein. Merci. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Merci. Meilleur vœu. Bonne année.
De l'appeler Pascal. C'est juste la vie que j'arrive à jouer les amis, me dit que rien d'intéressant. C'est rien, parmi tous mes gracieux. Give it to the G, and I'm in the door.